comprendre mon ressenti pour faire avancer ma reconquête amoureuse. C'est dit simplement, mais c'est finalement pas une mince affaire. Aujourd'hui, on parle d'amour, on parle d'ego, et la réflexion, elle commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer encore et toujours nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs au moment de la rupture amoureuse, pendant la reconquête, parce qu'on le sait, c'est un domaine qui fourmille de paradoxes, d'incompréhension, avec cette injustice au milieu, ce contraste incroyable entre la promesse qui nous était faite et à laquelle on participait, de créer quelque chose de commun avec quelqu'un qui soit solide, et aujourd'hui cette décision unilatérale de cette même personne de nous laisser sur le bas-côté. On comprend que l'appel à nos sentiments et à notre réflexion va être relativement violent, et que dans cette position qui, j'ai envie de dire, sociétalement est comprise comme une position de victime, l'objectivité va pas forcément être notre meilleur allié. Et ça, vous le savez, j'ai fait nombre de vidéos, justement des appels à cette objectivité qui, comme je vous le dis, est plutôt rare dans ce genre de situation. En tout cas, on est parti ensemble et on parle finalement d'amour, parce que l'amour, c'est, j'ai envie de dire, le premier argument, la figure de proue de notre reconquête amoureuse. Après tout, c'est là-dessus qu'on base tout notre travail, notre volonté d'évolution, la réforme de notre communication. Tout cela est basé sur une phrase simple, c'est que j'aime la personne que j'ai face à moi. Je le ou la considère comme le ou la partenaire idéal, celle avec qui je veux partager ma vie, avec qui je veux vieillir. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Sinon, étant donné l'étendue des efforts à fournir, il est bien évident qu'il vaut mieux passer son chemin, se trouver un autre hobby, clairement. Le souci, c'est que cette notion d'amour va un petit peu obscurcir tout le reste et va nous pousser assez humainement, j'ai envie de dire, dans la confusion, à faire des erreurs, à faire des maladresses, parce qu'on a ce ressenti qui est en nous, qui est extrêmement puissant, qui nous pousse à parler, qui nous pousse à agir de manière donc pas nécessairement objective. La vidéo du jour, je vais la séparer en deux parties distinctes, et on va se lancer ensemble dans la première de ces deux idées, qui est justement un principe à accepter au plus vite. Ce principe, c'est peut-être quelque chose qui peut paraître un peu dark, pas forcément extrêmement noble, mais je pense qu'encore une fois, il faut être en capacité d'appeler un chat, de réaliser qui nous sommes, pourquoi nous faisons les choses, et c'est comme ça que on évitera tout un paquet d'erreurs. Et cette idée, c'est donc que finalement, on aime l'autre avant tout pour nous et pas nécessairement pour lui. Alors bien évidemment, on voit chez notre ex tout un tas de qualités, que ce soit intellectuelle, psychologique, physique, voilà, que sais-je, son humour, etc., etc. Très bien. Et c'est une personne qui fait battre notre cœur. C'est quelqu'un qui, quand on est avec, nous rend heureux tout simplement. Ok, pas de souci là-dessus. Mais la réalité des faits, la réalité absolue, c'est que l'être humain est gouverné par son ego, qui prend d'ailleurs plusieurs noms, qui se déclinent sous plusieurs aspects. L'instinct de préservation, est-ce que c'est autre chose que l'ego? Il y a une véritable question qui se pose. En tout cas, on a cette force à l'intérieur de nous, ce drive qui nous dit que je dois atteindre mon objectif, je dois survivre, je dois réussir, Et en plus, cet ego-là, on le discutait il y a quelques semaines de cela dans une autre vidéo, il est extrêmement motivé et influencé par ce que sont les grands courants de pensée sociétaux, avec justement cette pression de l'individualisme et toutes ces autres idées qui font de moi quelqu'un de plus intéressant, de plus important que le nous en tant que communauté. Bon, ça, je ne suis pas là pour, nous culpabiliser vis-à-vis de ça, mais on sait que c'est relativement présent et c'est réel aussi dans le couple, dans la rupture, dans la reconquête amoureuse. Si cette dernière n'était faite
que d'amour pur, d'amour et d'eau fraîche, j'ai envie de dire. Très clairement, il y aurait un respect absolu et immédiat de la décision de la personne qu'on a face à nous. Donc la verbalisation n'existerait pas, l'argumentation ne serait pas présente, la notion d'injustice serait beaucoup moins forte, beaucoup moins ressentie. Et puis, j'ai envie même de dire que la reconquête amoureuse active n'existerait pas nécessairement, puisque à l'annonce de la rupture, on regarderait la personne en lui disant écoute, si tu estimes que tu es plus heureux sans moi, bon courage, bonne chance, moi je vais continuer ma vie et essayer également de trouver mon bonheur avec quelqu'un d'autre dans un autre partage. Il y aurait cette idée qui existe, je veux laisser cette distance pour te laisser maître, maîtresse de ton propre destin et ne pas t'influencer. Maintenant, ça existe. Mais si on est là ensemble aujourd'hui, c'est qu'on comprend que tout en chérissant cette notion d'amour et de respect pour la personne qu'on a face à nous, on veut aussi accepter la force de l'ego et accepter le fait que très humainement, cette personne-là, sans détruire sans raisonnement et sans utiliser de coercition ou de manipulation, je veux quand même, moi, à titre personnel, créer un rapprochement, une proximité avec lui ou avec elle. Mais encore une fois, si c'était juste de l'amour pur et dur dans sa beauté et son essence, j'ai envie de dire, effectivement, la reconquête amoureuse, elle serait clairement remise en question et puis on n'aurait aucun ressenti quant au fait que l'ex qu'on a face à nous prenne des décisions qui lui sont favorables à lui, à elle, type se déménager, type rencontrer quelqu'un, on se dirait écoute, il ou elle fait le choix de son bonheur, ça devrait me rendre effectivement heureux. On dit que l'amour, c'est justement cette capacité à souhaiter le bonheur de l'autre. On sait très bien qu'après une rupture et pendant la reconquête amoureuse, ce ne sont pas des imageries qui nous font plaisir. Non, on veut effectivement, on souhaite le bonheur de l'autre, mais on aimerait quand même vachement bien que ce soit avec nous, soyons honnêtes. Donc cette idée d'ego, elle est effectivement présente et ça va métamorphoser l'amour, passant de quelque chose de beau, alors ça reste beau, mais quelque chose de pur, quelque chose de noble, à une forme de poids. Un poids qui nous pousse à l'analyse, un poids qui nous pousse à la réflexion, un poids qui renforce l'importance du symbolisme, un poids qui nous fait nous poser énormément de questions, qui nous pousse à la verbalisation, qui nous pousse à mettre de la pression sur la personne qu'on a face à nous. Alors, le paradoxe, c'est que nous, on accepte une forme de pression. On accepte l'injustice, in fine. On accepte un rapport qui est relativement déséquilibré. On accepte d'être le fer de lance de la communication dans cet échange-là. On sait que c'est globalement nous qui allons prendre les décisions qui permettent de nous rapprocher, donc à travers les échanges virtuels et à travers la création de mouvements. Mais on veut estimer que cette injustice, cette douleur qui est provoquée justement par le manque de réciprocité n'est qu'une étape, n'est qu'un apprentissage, n'est que quelque chose qui ne va pas durer dans le temps et qu'à la fin on aura notre récompense. Logique qu'on retrouve un petit peu partout. La vie, après tout, religieusement, est vue comme une série d'épreuves qui nous permet à la fin d'avoir le jackpot, la porte blanche qui s'ouvre dans les nuages. Voilà, très clairement. Donc on est dans cette idée où l'ego nous drive parce qu'à la fin il y a une récompense. Le souci, c'est qu'on le sait très très bien, dans le domaine amoureux, dans le domaine de l'humain, dans le domaine psychologique, l'assurance de résultat, elle n'existe pas puisque les facteurs qui entrent en jeu sont excessivement nombreux, ils sont lourds, ils sont durs et on sait que par contre, oui, effectivement, notre comportement, la manière dont on va présenter les choses, le contraste joue un rôle excessivement important et on aimerait se dire qu'il suffit de cela. Non, il ne suffit pas de ça, il y a plein d'autres critères, vous le savez, notamment l'évolution environnementale et l'évolution de la personne qu'on a face à nous. Mais nous, il y a cette force qui nous drive et qui nous dit qu'effectivement, on va obtenir quelque chose, on veut obtenir quelque chose. Et c'est ça qui nous pousse à observer, à vouloir comprendre, à vouloir savoir et du coup à effectuer un switch qui est excessivement relatif. Quand je dis que l'ex doit être un satellite, on a quand même tendance à
se poser et poser énormément de questions, à s'intéresser de très très près à tout ce que fait et tout ce que dit la personne qu'on a face à nous. En tout cas, ça nous permet de passer à notre deuxième idée, qui est un autre questionnement. Alors finalement, ça voudrait dire qu'on est juste complètement égoïste. Ben non. Non, non, oui, on a cette part animale, cette part instinctive, où effectivement je veux me battre pour moi. Alors pour moi, pour ma famille, pour mon clan, pour voilà, hein, tout ce qui va me définir. Ça, je pense que c'est véritablement quelque chose qui est même imprimé dans nos circuits. Hein. C'est dans notre ADN. C'est historiquement, l'être humain s'est toujours comporté de la même manière. Et puis on a l'impression que, en plus, l'empathie, c'est clairement aujourd'hui une valeur qui se perd. Donc que l'ego soit présent, qu'il nous pousse à agir, réagir, interpréter, intellectualiser, c'est normal. Maintenant, quand on parle reconquête amoureuse, il y a une autre réalité qui est présente et qui s'articule autour de l'ego et qui nous redonne un petit peu justement, j'allais dire, de l'être de noblesse, qui nous redonne un petit peu de baume au cœur. C'est que depuis cette rupture amoureuse, quand on se lance dans la reconquête amoureuse, il y a une véritable volonté d'évolution, de travail, une nouvelle nomenclature communicationnelle, une nouvelle compréhension de ce qu'est le rapport humain et notamment le rapport conflictuel, cette absence de volonté d'entrer justement dans quelque chose qui soit un antagonisme, il y a la création du mouvement, tout ça est une forme relativement positive et pacifique de rapport à une situation qui est une situation d'extrême violence. Les efforts qu'on fait, on les fait, alors évidemment pour quelque part atteindre la personne qu'on a face à nous, on les fait pour nous, mais le résultat, à la limite, la motivation est peu importante. Le résultat donne quelque chose qui profite aux deux parties. De notre côté, on crée ce contraste et puis on retrouve un peu de couleur en entrant en action, en étant dynamique dans notre communication, et on donne à la personne qu'on a face à nous la possibilité de ne pas être dans la culpabilité, de ne pas avoir un ennemi, un ou une ennemie, d'être dans quelque chose où on peut alléger la douleur qu'on fait subir à quelqu'un d'autre. Donc on est en fin de compte dans une logique qui aide les deux individus à, alors je sais que ce mot fait peur à tout le monde, passer à autre chose. Mais j'estime que votre dernière relation, elle est morte, elle est enterrée. Donc effectivement, qui dit création de contraste, dit évolution, révolution, changement. Donc on sera bien dans autre chose à l'avenir. Et on a besoin que des deux côtés, effectivement, on comprenne, on accepte qu'aujourd'hui le relationnel sera différent. C'est ça qui pourra créer de la proximité. Et ça fait appel, je sais pas, mais moi ça me rappelle un théoricien économiste que j'ai déjà cité de nombreuses fois, et c'est très très vieux, donc c'est économiquement un peu archaïque, mais je trouve que psychologiquement, en tout cas intellectuellement, cette idée reste acceptable. Et ce théoricien, c'est Adam Smith, qui est écossais, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui en tout cas est un des pères fondateurs de l'économie moderne. Et Adam Smith, il a un principe qui s'appelle la main invisible, et qui nous explique que finalement, les égos sont pas si mauvais que ça. Il faut juste accepter le fait qu'ils en soient, finalement. Et cette main invisible nous explique que la somme des intérêts généraux concourt à des intérêts particuliers, pardon. Donc on recommence. La somme des intérêts particuliers concourt à l'intérêt général. Donc chaque personne qui se focalise sur soi, sur son amélioration, alors évidemment en termes d'économie, c'est plus la création de richesse et la spécialisation dans le travail, permet à la société globale d'avancer, d'aller plus loin, parce que ça y est, on peut enfin échanger nos ressources, échanger nos services, etc., etc. Et ça fait vivre une économie. Et bien là, c'est exactement la même chose. Nous, on va être dans la création de quelque chose qu'on va pouvoir quelque part échanger avec l'autre personne, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas au moment de la fin de la relation. C'est même quelque chose qu'on nous a reproché certainement de ne pas avoir, puisqu'on vous a parlé de routine, on vous a parlé d'une fameuse communication défaillante et ce genre de choses. Donc, notre ego qu'on appelle amour finalement, mais qui découle directement, ou qui est même une partie de cet ego-là, qui nous pousse à accepter une décision
qui est très difficile à accepter, qui nous pousse à agir et à rentrer dans des paradoxes parce qu'on le sait, notre environnement trouve ça complètement ridicule de mener une reconquête amoureuse, de continuer à communiquer avec la personne qui nous fait du mal, etc. etc. Donc on s'érige contre ces préjugés, on va chercher des ressources qui étaient jusque-là, on ne pensait même pas qu'elles existaient, on les met sur le tapis et ça profite à, j'ai envie de dire, l'état global de la relation avec notre ex. Et du coup, notre égoïsme ou égocentrisme est relativisé par le bénéfice qu'on apporte à la personne qu'on a face à nous. Et c'est là que finalement, j'ai envie de dire, la boucle se boucle, si vous préférez de l'autre côté, mais on apporte quelque chose qui est donc un gain, qui est quelque chose d'empathique, puisqu'en plus on est dans le refus du conflit, on est dans le refus de la violence, on est dans le refus de faire la tronche, on est dans le refus de mettre la pression sur la personne qu'on a face à nous. Donc on est quand même dans quelque chose de positif et qui, oui, découle du respect et de l'amour qu'on a pour cette personne-là. Donc on voit que finalement, amour et ego, c'est pas des notions qui sont nécessairement antinomiques, mais je pense qu'il faut quelque part il faut réussir à les harmoniser. Et pour les harmoniser, il faut l'accepter. Il faut accepter que je fais ça par amour pour l'autre et surtout pour, pour retrouver ce qu'on me donnait à ce moment-là. Et c'est vrai que l'amour, c'est un petit peu ça. C'est aussi le reflet que moi, j'ai dans les yeux de la personne qui m'aime. Si moi, je suis fou amoureux de quelqu'un et que cette personne m'ignore complètement et qu'on construit un couple où cette personne ne me parle pas, où il n'y a pas de contact physique, où il y a juste une ignorance totale, cet amour-là va décliner complètement. Ce qu'on veut, c'est justement ce dynamisme de proximité. Et comprendre cela, ça va nous pousser à quoi ? Comprendre que l'ego est présent. Alors d'abord, à légitimer notre volonté de comprendre, d'analyser, d'observer, tout ce que je vous disais. Voilà, c'est normal, c'est humain de vouloir le faire. C'est comprendre aussi, par contre, que aller poser ces questions-là à la personne qu'on a face à nous, là, ça va créer ce clash-là. C'est normal de vouloir analyser, mais on ne va pas réussir à le faire. On ne va pas réussir à comprendre tout ce que signifie mon ex quand il ou elle agit, quand il ou elle discute, quand il ou elle réfléchit, quand il ou elle vit tout simplement. L'ego doit nous permettre de comprendre que les actions qui sont opérées par cette personne-là le sont pour elle et pas contre nous. Et à partir de là, même si le symbolisme existe, il devient excessivement peu important puisque on n'a pas du tout le même prisme d'analyse. Vous analysez selon vous, votre ressenti, ce que ces actions, ces paroles, ces idées vous font à vous, alors que votre ex fait ses actions, dit ses paroles par rapport à son référentiel à lui ou à elle, c'est-à-dire son égoïsme à lui ou à elle. Et le but, c'est pas de nécessairement, obtenir les explications qui nous font comprendre ce qu'il ou elle veut à l'instant où il fait ou dit quelque chose. Le but, c'est d'harmoniser tout ça à travers quelque chose qui effectivement nous permette chacun d'agir pour nous et que globalement, comme la fameuse main invisible, la situation soit apaisée et qu'on y trouve quelque chose. Si je devais résumer ça en une phrase, la reconquête amoureuse, c'est se focaliser sur soi et réussir finalement à créer une forme de valeur à travers non pas qui on est, mais ce qu'on dégage et ce qu'on partage à la personne qui est face à nous pour qu'elle y gagne quelque chose. C'est cette fameuse main invisible, c'est l'idée que les intérêts personnels vont finir par concourir à l'intérêt général. Et c'est comme ça que la vision qu'on a de vous commence à évoluer. Voilà, j'espère que c'est compréhensible, que ça vous apporte quelque chose. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez réagir à travers les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez également liker, ce qui fait énormément de bien au référencement, vous abonner, appuyer sur la petite cloche et devenir membre VIP en rejoignant la chaîne. Il y a une petite carte qui s'affiche tout à la fin sur l'écran, juste avant le générique. Il me semble que j'ai à peu près tout dit pour aujourd'hui, donc je vais tout simplement vous abandonner là et on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!